accueille Jean-Charles Lajoie. Tu es à la barre de ton émission du lundi au vendredi. Ça a commencé la semaine dernière, un petit peu avant nous autres. Nous autres, on commence ce soir. Oui, mais vous étiez à Québec quand même. On s'est vu à Québec. C'était le fun, c'était très agréable. Quelle belle activité d'équipe quand même, aller dans un endroit où il faut crier pour s'entendre. C'était formidable. Ça, Merci encore à Philippe Boucher oui, pour notre sortie. Tu parles de l'après-match à Québec, ça. Un bar de cégep. Un bar de cégep. Bon, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? On détonnait juste un petit peu. Sauf Éric Fichaud, qui détonnait pas. C'est une fois que je l'ai vu décoiffé. Ouais, c'est vrai, par exemple. Oui. JC, parle-moi du camp d'entraînement du Canadien. On a tous été aux premières loges pour voir ce qui se passait lors des séances d'entraînement, lors des matchs préparatoires. Convaincus ou pas convaincus? Loin d'être convaincu, très déçu du camp d'entraînement du Canadien. Puis là, j'insiste là-dessus, rien à voir avec la fiche de victoire-défaite. On s'en fout de combien tu gagnes ou perds de matchs dans les matchs pré-saison. C'est certain que si tu n'en gagnes pas au moins un, c'est un petit peu lassant, un petit peu déprimant. Mais on a vu des clubs perdre 6 matchs en ligne dans un camp d'entraînement. Michel Therrien, ça lui est déjà arrivé. Perd tous les matchs dans le camp d'entraînement, il commence la saison 9-1. Alors, le camp d'entraînement servait à quoi? En dehors des victoires-défaites, on travaillait. Qu'est-ce que le Canadien nous présente? J'aimerais ça que... J'ai pas rencontré un gars expert des X et des O qui était capable de m'expliquer le système, les concepts ou les schémas du Canadien. Si on est en progression, on est à l'an 3 de ce grand plan de reconstruction, il faut qu'on commence à voir poindre des vrais schémas, une vraie stratégie adaptée à chacun des matchs, voire un vrai système de jeu, comme on en voit dans tous les marchés de la Ligue nationale. Il y a 32 clubs dans la meilleure ligue au monde. On a un d'étiquette. Il faudrait s'en servir sciemment. On est rendu là. Mais pas en pré-saison. On va voir ça dès le premier match de mercredi, non? Oui, mais si tu ne le vois pas dans les matchs pré-saison, je veux dire, ça veut dire que mercredi, c'est pas le match 1 de 82, c'est le 7e match pré-saison du Canadien. Ou peut-être le vrai premier match préparatoire avec l'alignement A. Mais ça, là, des matchs préparatoires dans le mois d'octobre, là, c'est les clubs qui rêvent à la Coupe Stanley qui continuent d'en faire, qui testent des affaires, qui font des expériences, ce qui permet à des petits clubs de les surprendre un soir donné en octobre, alors qu'ils vont se faire battre par le même club par 3 buts en avril. Bien, au mois d'octobre, tu peux les surprendre et mettre en banque des points importants. Si la direction était sérieuse en disant « on veut être dans le mix », est-ce que le ballon s'est dégonflé en même temps que tous les espoirs de l'organisation sur un gars qui en a scoré 9 l'année passée en jouant seulement 18 matchs? Est-ce qu'on a perdu nos illusions parce qu'on a perdu Patrick Laine? Si c'est ça, là, ça tenait pas à grand-chose. Excusez-moi, pardon, là, mais ça tenait pas à grand-chose. Alors, moi, je vais voir le Canadien sortir avec aplomb, avec autorité. Malheureusement, je suis très inquiet. À eux de nous surprendre dès mercredi. Ensuite, jeudi contre le Boston à Boston. Et ensuite, contre les Sénateurs d'Ottawa samedi. 3 matchs en 4 soirs pour commencer à l'intérieur de la division. La division de la mort dans la Ligue nationale, ça va être des collisions frontales dans ces 3 cas-là. On en parle dans une seconde de l'Atlantique, mais je veux que tu me parles, parmi ce qui t'inquiète, je suis certaine que tu vas soulever le fameux avantage numérique. Mais c'est parce qu'on ne l'a pas vu. On l'a pas vu. C'est parce qu'on ne l'a pas vu. Tu sais, la première vague là, qui est alléguée pour le match inaugural de mercredi à Toronto, ils ont joué un match ensemble sur les 6 matchs pré-saison. C'est trop peu. Je comprends qu'on s'est entraîné, mais on n'a rien vu de cette vague-là. Et moi, j'ai des interrogations, là. Tu sais, quand tu es en reconstruction, est-ce que la hiérarchie compte vraiment? Parce que, visiblement, Martin est derrière ses vétérans. Là. On l'a vu, c'est Yoel Armia qui se retrouve à droite du deuxième trio. Il a bien terminé la dernière saison. C'est probablement mérité. Est-ce que Josh Anderson mérite vraiment un poste top 9 avec le Canadien à droite sur le 3e trio? Je rappelle que quand Kirby Dach s'est fait déchausser, il est sur la glace, celui-là. Puis il ne réagit pas. Là. Il est là. Pas Kirby Dach, mais Patrick Laine, désolé. Il est sur la glace, puis il n'y a aucune réaction. Et le bon vieux Brendan Gallagher, qu'est-ce que tu veux? On est pogné avec en attendant la liste des blessés à long terme, probablement pour l'an prochain. Mais il est là, à droite du 4e trio. Alors, dans le cas de Gallagher, c'est correct. Mais est-ce que les 2 autres, c'est vraiment mérité? Il n'est pas supposé d'y avoir de hiérarchie quand tu es en reconstruction. Avec Anderson, avec Armia. Mais là, on se retrouve avec Gallagher et Armia sur la 2e vague d'avantage numérique. Puis tu as un virtuose. Tu as Ken Nagano, des bientôt très riches à la défense, qui est Lane Hudson. Il est mal servi par le reste de sa vague. Alors qu'un gars comme Matheson, qui repère les lignes de tir, qui aime être davantage un shooter qu'un grand metteur en scène, qui rejette les rondelles vers le filet,
Lui aurait intérêt à être avec cette deuxième vague-là, alors qu'Hudson, qui repère les lignes de passe, qui est capable de bien alimenter des gars comme Caulfield ou encore Suzuki ou encore même Kirby Dach, a tout intérêt à se retrouver sur la première vague. Mais là, je mets à Sharon avant des bœufs, me disent les penseurs, parce que il y a une hiérarchie puis il faut la respecter. Parlez-moi pas de hiérarchie si on est en reconstruction. Puis si vous voulez me parler de hiérarchie, arrêtez de me parler de reconstruction. Ça va pas ensemble. Ça marche pas. Parce que tu me parlais de Lane Hudson, de la défensive. S'il y a un endroit où on peut s'exciter un petit peu le poil des jambes, j'y sais, c'est avec Lane Hudson, c'est avec la défensive du Canadien. Est-ce que ça t'excite un peu le poil des jambes? Moi, je suis très excité par Lane Hudson. Je ne pensais pas qu'on parlerait de mon poil ses jambes ce soir, là, personnellement, mais si tu veux aller là, oui, et il est redressé actuellement au moment où on se parle de Lane Hudson. C'est ça qu'on veut. Bon, bien voilà, c'est dit. Mais j'en ai plus en arrière des mollets, j'ai fait trop de vélo. Voulez-vous d'autres détails ou... Ça va aller en chaîne. OK, correct. Mais ça aussi fait raser le dos. OK, non, on enchaîne, je le recommande à tout le monde à la maison. On va la pause, là. Tabaslac. Bon. OK, non, on continue. Très bien. Alors, Lane Hudson, c'est la seule vraie belle histoire de ce camp d'entraînement-là. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Même que j'entends déjà les murmures des vétérans disant... Garde la rondelle peut-être un petit peu trop longtemps. Excuse-moi, c'est le plus grave problème du Canadien. Alexandre Daigle me disait tantôt à l'émission dans sa chronique, le premier choix, que le Canadien était loin devant tout le monde en matière de revirement qu'il concède dans son propre territoire, voire en territoire neutre. Hudson, là, il corrige cette lacune-là. Puis là, les gens vont dire « Ah oui, il a fallu que Savard, il sauve le cul. » Là, chez moi, ça, c'est arrivé une fois dans le camp d'entraînement. Puis le parrain va le faire avec grand plaisir parce que Savard lui-même me disait ce gars-là prend les bonnes décisions 9,5 fois sur 10. Et c'est un gars qui prend un soin jaloux de la rondelle, qui aime être en possession de la rondelle. Dans 3-4 ans, ça va être la clé de l'énigme parce que quand tu as la rondelle, tu t'éloignes de te faire scorer un but. Oui. Puis Hudson, sur 25 minutes qu'il va jouer dans 3 ans, pense qu'il va avoir le puck sur le tape 20 des 25. Exact. Alex, c'est vrai que tu as dit ça tantôt? Hein? C'est très vrai. Je me dis que non, mais le Canadien a fait 100 revirements de plus en zone défensive que le reste de la Ligue. Donc, ils sont vraiment 32e. S'il y aurait 33, ils seraient là. Puis les revirements overall sont encore les derniers, de loin encore. Donc, c'est là que ça joue, les revirements pour le Canadien. Puis il va en commettre des revirements, Lane Hudson. Oui. Il va falloir qu'on accepte qu'il commette des erreurs. Parce que quand tu vas regarder la liste de toutes les qualités de ce petit gars-là, puis la liste des défauts, normalement, tu vas être mort de rire. Tu vas avoir mal au ventre à force de rire parce que tu vas dire il y a tant de qualités, il y a une couple de défauts. On vit avec les défauts, puis on adore ces qualités. Ben oui. Puis tu parlais de reconstruction. Tu disais on ne veut pas avoir de hiérarchie avec la reconstruction, mais j'ai goût de dire reconstruction rime aussi avec erreur des jeunes. Si on fait la place aux jeunes, il faut qu'on soit ouvert à ce qu'ils fassent quelques erreurs. On est en reconstruction. Exactement. Puis là où le Canadien a bien réussi là, dans le processus décisionnel de la fin du camp d'entraînement, c'est le concept d'y aller au mérite. Mais on est pris avec la convention collective, on est pris avec la situation contractuelle, le plafond salarial, elle reste. On n'a pas voulu risquer perdre des gars au ballottage. Ça aurait pu être le cas de Justin Barron parce qu'il gagne une claque à la gueule. C'est un gars qui peut aider une équipe. Il aurait probablement été réclamé si on l'avait soumis au ballottage. On n'a pas assez de profondeur. C'est incroyable de dire ça, mais pour le moment, on n'a pas encore assez de profondeur en défensive pour se permettre une telle chose. Mais moi, j'aurais aimé qu'on prenne une vraie décision de cran et de caractère. Parce qu'il y a eu un des pires camps d'entraînement, dans un camp d'entraînement très ordinaire, de façon générale, de l'ensemble de l'équipe. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas soumis au ballottage l'ancien client de Kent Hughes? C'est parce qu'on ne veut pas payer un gars 5,5 millions à Laval? On en a payé un 3,5 millions pendant une couple de semaines l'année passée, voire une couple de mois, Yoel Armia. Oui. Ça a fini par rapporter quand il est revenu à Montréal. Moi, j'aurais aimé qu'on prenne cette décision-là. Pas parce que ça aurait assuré peut-être le poste de Joshua Roy à Montréal pour commencer la saison. Il ne le méritait pas, ce poste-là. On parle de Justin Barron? Non, dans le cas de Josh Anderson. Josh Anderson. Moi, j'aurais aimé ça qu'on soumette Anderson au ballottage. Le fantôme de Fish. Ben oui, mais puis c'est pas exactement mon fantôme d'amour. Il ne fera jamais de portrait avec. Ça, c'est sûr. Mais les gars, je vais vous entendre sur Josh Anderson. Êtes-vous d'accord qu'un petit passage à Laval aurait peut-être pu faire du bien? Bien, écoute, je comprends. Si on regarde ce qu'il a fait l'année passée, ou ce qu'il n'a pas fait l'année passée, je pense qu'il est encore capable de faire de quoi. Moi j'ai l'impression que dans son cas, lui, c'est vraiment une question de confiance. C'est pas un gars qui a l'air d'aller chercher une confiance facilement. C'est un gars qui est perdu un petit peu. Peut-être qu'il est capable d'en marquer en partant.
sais, troisième ligne, troisième trio, je pense qu'il y a de quoi à faire pareil. Écoute, je l'haïs pas, sauf que si on parle d'une reconstruction, puis JC a raison, c'est que la hiérarchie ne devrait pas compter. Puis tu mets tes jeunes, tu mets tes jeunes. Si tu penses que tu vas aller loin avec Anderson dans le futur, tu le laisses là, mais non. Il s'en va ailleurs, c'est sûr. Il reste 1 an ou 2 de contrat, peu importe, il est out. Fait que... Je pense que les attentes d'Anderson, sont tellement rendues basses. Là. Je veux dire, il garde la rondelle 10 secondes, on est tout content. C'est rendu ça. Non, mais tu sais, au début, on dit c'est un gars de 30 buts parce qu'à Columbus, il y avait eu une bonne saison. C'est ça, on oublie ça. Il y a eu une bonne saison, lui. Oui, puis en même temps, les gars, même si on ne connaît pas vraiment le système, on ne peut pas l'identifier, là, on sait une affaire. On aime faire des ronds sur le lac chez le Canadien. C'est pas nécessairement la principale qualité de Josh Anderson. C'est un gars qui joue avec des œillères. Alain Chénier a sorti la meilleure à son sujet. Quand il est sur la glace, il n'ouvre pas la porte de la Zamboni, il va finir à Rivière-des-Prairies. Il a tellement raison, notre collègue Chénier, là-dessus. Alors, tu sais, un mariage, aucun enterrement plus tard. Moi, je revois le même Josh Anderson dans le camp d'entraînement des matchs préparatoires qu'on a vu l'année passée. Quand tu ne jumpes pas alors que Patrick Laine vient de voir un kid sortir le genou, m'excuse, mon chum, mais c'est beau, puis bail, puis dans cet ordre-là, il n'y a pas d'autre syllabe. Oh, j'aime ça. Et moi, je pense qu'on se quitte là-dessus. Ah, bien, c'est beau. Non, mais une excellente nouvelle. On n'a rien d'autre à dire. J'ai rendez-vous avec une épilation au laser. C'est ton choix, JC, hein? C'est bien. Il paraît, oui, mais je ne suis pas sûr que c'est complètement le mien. Mais après ça, on va retourner à Québec, au même endroit où on était. Non. Non, Québec, j'entends plus rien tout d'un coup, là. Mets tes œillères. OK. Merci, JC, on t'écoute du lundi au vendredi.